Ok, bonjour, bienvenue pour l'enregistrement de ce sixième épisode du podcast en partenariat avec Cloud Nord. Aujourd'hui, je suis du coup avec Nicolas Frankel. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oui, tu as bien prononcé mon nom, en sachant que c'est un nom allemand, que je travaille souvent avec des anglo-saxons, donc même moi, je ne sais même plus comment on prononce mon nom maintenant. Moi, je suis né en Lorraine, donc il y avait beaucoup de gens normaux. Bonjour Damien. Aujourd'hui, on va parler de Zero Downtime Deployment. Bonjour. De Zero Downtime Deployment avec Hazelcast. Euh, Là, récemment, on a voulu prendre une carte à la SNCF pour une nouvelle collaboratrice et le site, il est down jusqu'au 28 septembre pour une mise à jour. Pourquoi c'est compliqué de faire du Zero Downtime Deployment, Nicolas? Alors, c'est simple hein, de faire du deployment, on le fait depuis des années. On se met aux côtés du web server, on met une page statique et puis on dit hey, revenez dans. Alors là, 4 jours, ça fait un peu beaucoup. Euh, Ah, c'était la semaine dernière déjà, hein. alors ouais, alors là c'est du big downtime deployment, mais on sait faire ça depuis des années du downtime deployment. Le problème quand on essaye de faire du zéro downtime, c'est d'assurer la continuité de service et assurer la continuité de service. Quand on a des workloads sans état, c'est très facile. Le problème, comme souvent, le diable se cache dans les détails et malheureusement, la plupart de nos applications, elles gèrent de l'état. Elles gèrent de l'état à au moins deux endroits. Le premier, c'est dans les sessions. Mais les sessions, c'est assez simple parce qu'on fait de la réplication de sessions depuis des années, voire au moins une dizaine d'années. Par contre, l'état qui est dans la base de données, c'est plus compliqué à gérer. Et donc, il faut gérer cet état dans la base de données. Et voilà, c'est à mon avis là que se situe le nœud du problème, c'est gestion de l'état, et spécifiquement gestion de l'état dans la base de données. Ok. Pourquoi, pourquoi on peut pas simplement avoir une base de données qui reste la même pendant que les deux versions de l'application se déploient? Alors, c'est effectivement une alternative que j'avais évaluée il y a quelques années. Et en fait, ça pose un problème dès lors qu'on va avoir un changement de schéma. Alors juste pour gérer la problématique, oui, mais on fait du NoSQL, on n'a pas de schéma. Alors si, en fait, vous faites du Mhm. NoSQL et vous avez un schéma on-read au lieu d'avoir un schéma on-write, un schéma que je préfère dire implicite au lieu d'un schéma explicite. Mais vous devez quand même gérer un schéma. Et à ce titre-là, ça veut dire que l'application, quand vous changez le schéma, la nouvelle application que vous déployez, elle doit pouvoir être capable de lire le nouveau schéma et l'ancien schéma. Alors, comme ça a l'air facile à dire, mais c'est pas aussi facile parce qu'en fait, généralement, vos déploiements, comme vous êtes des très très bons ingénieurs, tout se passe bien, mais de temps en temps, on doit affaire à des gens qui sont un petit peu moins bons et on doit faire du rollback. Et en fait, c'est le nœud du problème, c'est comment est-ce qu'on gère le rollback. Donc sur les bases de données SQL, qui sont à mon avis le plus compliqué, on va essayer Mhm. de faire la migration de schéma en utilisant non pas un gros script de migration qui va faire qu'on puisse plus faire de rollback, mais un script de migration qui va en fait devoir être splitté en plusieurs baby steps qui sont compatibles deux à deux pour que chaque baby step puisse être rollbacké. Et le problème, c'est que ça pose quand même un problème, parce qu'une fois on a commencé la migration, le premier baby step, bon, on peut le rollbacker pour être à l'état initial. Par contre, une fois qu'on a engagé le deuxième, on est obligé de finir la migration. Et ça peut poser des problèmes et pas être super fun pour les ops, parce que bah, voilà, ils ont la pression de faire tourner la production et de finir la migration en même temps. Mais si on a fait une capture de la base de données avant faire un snapshot de la base de données, on peut quand même rollback sur ce snapshot-là. Tout à fait. Par contre, quid de toutes les modifications qui ont été apportées depuis. Donc, Ouais. comme toujours, on a du trade-off. J'aime bien prendre l'exemple du site d'e-commerce. Donc déjà, site d'e-commerce, si vous êtes en downtime, bon, je parle pas de la SNCF qui pour l'instant a encore le monopole sur quasi tout, mais je Ah, pense c'est que le service de fidélité, donc ça va. ça va alors, tout va bien. Euh, Ça va.
Donc, je sens qu'il y aura des gens qui vont être un peu moins fidèles. Dans des situations de monopole, donc soit monopole commercial comme la SNCF, encore que certains vont me dire mais non. Enfin bon, ou en situation où les utilisateurs sont captifs dans une appli interne, par exemple, ça pose pas un problème. Mais mon exemple tarte à la crème, c'est toujours le site d'e-commerce. Et dans un site d'e-commerce, chaque seconde où votre site est down, bah, ça a un impact direct sur les revenus. Et généralement, le business est pas très, très content. Donc, si je reprends la question... Déjà, la première seconde, si on perd tous les paniers ou toutes les sessions d'achat en cours, on est triste, quoi. Exactement. Et donc, si on fait un rollback en revenant au dernier snapshot prix, bah, on va perdre tous les paniers qui ont été passés depuis. Et là, ouais, on va être triste. Ouais. Enfin, ouais. Le site e-commerce, il va pas tourner très longtemps, je pense. Même tu peux avoir des utilisateurs qui vont avoir rajouté, même si c'est une microseconde, tu vas avoir des utilisateurs qui ont commencé un panier, ils ont rajouté des choses, puis d'un coup leur panier va se vider, ils vont retrouver avec peut-être juste la première chose qu'ils ont mis dedans. Ouais. Oui, non, ça, personne ne veut ça en production, ouais. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Alors, la solution, je ne sais pas, mais en tout cas, une solution que je propose, c'est de conserver 2 bases de données. Et donc, on s'en cogne complètement maintenant d'avoir des schémas compatibles, incompatibles. On peut introduire des breaking change, ce n'est pas un problème. La question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on va répliquer les données de la base initiale aux données de la base cible et vice-versa si on veut faire du rollback. Et il y a une solution que j'ai en tout cas creusé un petit peu, que j'ai analysé, c'est de faire du streaming des changements depuis la base de données source vers la base de données cible. Donc il y a un concept qui s'appelle le Change Data Capture. Peut-être que vous en avez entendu parler. J'aime bien le définir comme étant l'inverse de l'event sourcing. Donc dans l'event sourcing, on va stocker des événements et quand on veut l'état, on va rejouer l'historique des événements depuis l'origine. Le Change Data Capture, c'est complètement l'inverse. On va continuer à stocker l'état, donc on ne va pas changer son système d'information. Par contre, à chaque fois qu'on va avoir un changement, insert, edit, update, ou même des modifications de schéma, on va pouvoir créer un événement à partir de ça. Vous avez sans doute fait du Change Data Capture dans votre jeunesse ou même peut-être pas si anciennement, si vous avez un batch qui tourne à intervalles réguliers et qui va vérifier l'état d'une colonne, que ce soit un timestamp, que ce soit un numéro de version, que ce soit un compteur incrémental ou je ne sais quoi, et après vous le mettez à jour pour dire ça a été traité. Ça, c'est une manière de faire du Change Data Capture. Mais aujourd'hui, l'implémentation de Change Data Capture, en tout cas, dans le monde dans lequel je tourne, qui est le monde de Java, ça se fait en lisant directement en fait la log de la base de données. Donc la première fois quand une base de données SQL reçoit un statement qui m'a bonifié son état, la première chose qu'elle va faire, c'est elle va écrire dans un write-ahead log. Et à partir de là, elle va lire ce write-ahead log et elle va avoir un marqueur pour voir si elle a déjà fait, si elle a déjà exécuté ses instructions, et elle va l'exécuter. Donc ça a 2 avantages, ce système. Le premier avantage, c'est que si le process de la base de données tombe pour une raison X ou Y, une fois que ça a été écrit dans ce fichier, une fois que la base de données est relancée, elle peut recommencer à exécuter ses instructions. Elle n'a pas perdu de données, elle reste consistante. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, quand on va avoir une réplication master-slave, le slave va lire ce write-ahead log aussi, va exécuter les mêmes instructions dans le même ordre, et donc va arriver au même état que le master au bout d'un certain temps. Donc, eventual consistency. Et du coup, si le master tombe, le slave pourra devenir le nouveau master et sera dans le même état. Donc, on n'aura pas perdu de données. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, Change Data Capture. Et donc, à partir de là, il y a un composant qui s'appelle Debezium, qui va permettre d'abstraire, parce que le write-ahead log est propriétaire. Donc, déjà, il n'a pas le même nom suivant la base de données.
MySQL, par exemple, il porte le nom de Beanlog. Je connais pas les autres. Mais donc, on a un composant qui s'appelle Debezium qui va permettre d'abstraire cette problématique. On va avoir un connecteur pour chacune des bases de données. Donc, aujourd'hui, par exemple, Debezium offre un connecteur pour Postgres, pour MySQL, pour Microsoft SQL Server, pour Oracle et même pour MongoDB. Si vous faites du NoSQL, il y en a d'autres qui sont fournis par la communauté. Il y en a d'autres qui sont en incubation. Et donc, on va pas se préoccuper de savoir exactement le format exact. On va laisser ça à chacun des connecteurs qui sait le format propriétaire du write-ahead-log. Et nous, on va uniquement le gérer au niveau de cette couche d'abstraction qui offre une API en Java, par exemple. Donc, si vous êtes développeur Java ou si vous avez fait un peu de Java, c'est un peu le même concept que JDBC. JDBC, Java Database Connectivity API, va vous fournir en fait une API abstraite et derrière, en fonction de la base de données sur laquelle vous souhaitez vous connecter, vous allez avoir un driver spécifique. À partir du moment où vous n'utilisez pas de SQL spécifique à une base de données, vous pouvez, en tout cas dans le texte, normalement, changer de votre base de données sans autre. Vous avez juste à changer le driver et tout va bien se passer. Donc là, c'est le même concept en fait. On va utiliser une couche d'abstraction complètement agnostique et derrière, on va pouvoir se connecter aux bases de données supportées, donc qui fournissent le bon connecteur. À partir de là, on a branché, on a tous les événements, ouais. Et à partir de là, voilà, on va avoir un pipeline de données qui va en fait aspirer ces événements, qui va pouvoir les transformer. Donc, on va avoir un événement, par exemple, j'ai mis un article dans mon panier. Bah, ok, on va avoir dans la table, je sais pas, carte. On va avoir pas dans la table carte, mais dans la table carte item. On va pouvoir récupérer la ligne de panier qui a été ajoutée. On va pouvoir la transformer éventuellement, parce que vraisemblablement, le but de faire ça, c'est d'avoir des breaking change. Donc, le schéma va changer. Donc, on va pouvoir faire des transformations, si possible, en mémoire pour que ça soit assez rapide. Et on va streamer ça. Et puis, finalement, on va écrire ça dans la base de données cible. Donc, à chaque fois qu'on va avoir des événements qui vont arriver sur la base de données source, en fait, on va avoir une réplication au bout d'un moment. On va devoir prendre plein d'événements, puis à la fin, on va juste prendre le flux. On va pas avoir de stock, on va juste avoir du flux. Donc, on va avoir une base de données cible qui va être complètement synchronisée avec la source. Et à ce moment-là, c'est assez simple de changer le pod sur lequel est l'utilisateur, qui pointe sur la première version pour la faire pointe avec un nouveau pod qui pointe sur la seconde version. Et l'état de la base, en tout cas l'état du panier, sera celui que l'utilisateur a juste quitté. Et si on veut rollback, si on rollback, on va du coup juste repasser sur la première base. Alors non, parce que là aussi, pendant ce temps, peut-être que l'utilisateur aura rajouté des éléments dans son panier sur la nouvelle base. Donc il faut bien prévoir dans ce cas-là de faire un streaming inverse qui prend les événements de la nouvelle base et qui potentiellement les redéploie dans l'ancienne base. Parce que ma base cible, je vais la seeder du coup avec ma base source. Tout à fait. Et je vais lui faire tourner la migration. Il faut quand même que je stocke les changements qu'il y a pendant cette migration. Le changement de schéma, il n'est pas instantané. Alors en fait, au départ, ce qui va se passer, on a la source et puis on va installer la cible et ça prend le temps qu'il faut. Pour l'instant, on n'a pas il y a plusieurs étapes. La première étape, donc imaginons qu'on fait du Blue Green Deployment, on a tout le temps du monde pour installer la base de données cible. Une fois qu'on a installé la base de données cible avec le nouveau schéma, effectivement, elle est vide. C'est à ce moment-là qu'on va mettre en place ce pipeline de streaming entre les deux bases qui vont répliquer les données. Et une fois qu'on s'est assuré qu'elles sont synchronisées, puisque au départ, en fait, l'une va avoir, on va dire des millions de records, et puis l'autre va être vide. Ça va prendre du temps, mais au bout d'un moment, en fait, elles vont être synchrones. À ce moment-là, on va dire, OK, c'est bon, on peut commencer à faire notre migration juste de nos pods Kubernetes stateless. Et si jamais on doit revenir en arrière, il faut bien prévoir le cas inverse, toujours, parce que, encore une fois,
on est tous très très bons, mais de temps en temps, il faut qu'on fasse des rollbacks, et ben, c'est de faire exactement l'exercice inverse. Donc, de capturer sur la base de données cible pour resider sur la base de données source. Et puis, arrêter le premier, parce que dans ce cas-là, on n'en a plus besoin. Et du coup, les solutions qui sont éditées par Hazelcast ici, dans le dispositif, c'est lesquelles ? Alors, en fait, nous, on a une brique technique. Donc, vous pouvez utiliser Hazelcast. Alors, Hazelcast, parce que je ne l'ai pas introduit. Hazelcast, c'est une c'est vrai. parce que là, je vous ai expliqué le concept, mais effectivement, Hazelcast permet de le faire. Donc, Hazelcast, c'est une plateforme qui permet deux choses, qui te permet de faire du stockage de données en mémoire dans diverses structures de données. Gros intérêt par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on peut former un cluster très, très facilement. Dès lors que vous créez un nœud Hazelcast, vous allez avoir un phénomène d'auto-discovery et donc on va former un cluster. Donc on a différentes structures de données. La plus utilisée, on ne va pas se cacher, c'est la map, le dictionnaire, clé-valeur. Donc vous avez un storage clé-valeur en mémoire distribué. Et puis la deuxième capacité de la plateforme Hazelcast, c'est de faire du in-memory data streaming et donc aussi distribué par essence. Donc nous, on vous fournit la brique technique. Par exemple, on a un connecteur qui va permettre d'utiliser Debezium en interne. Vous n'allez même pas être obligé de l'utiliser directement. On a une petite surcouche. Et donc, vous allez pouvoir créer votre pipeline de streaming de données en disant « Je veux lire depuis Debezium et je veux écrire dans une base de données ». Et pour, et pour la réplication de session, en fait, de la même manière, on va faire de la réplication de session en utilisant le key-value store d'Hazelcast. Super cool. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et que j'aurais dû poser ? Oui, il y a une question, c'est ça coûte combien ? Parce que généralement, les gens sont intéressés, ils voient les bénéfices, mais ils sont très, très intéressés au coût. Alors, cette solution, en l'occurrence, Hazelcast, elle est open source, Apache V2 license, et elle est aussi gratuite. Alors, bien sûr, on a une offre d'entreprise, parce qu'il faut bien payer des gens comme moi pour parler à des podcasts. Mais tout ce que j'ai décrit là, par défaut, vous pouvez utiliser le projet open source et vous pouvez avoir les bénéfices directement. Ok, super cool. À CloudNord, tu vas parler d'un autre sujet, non ? Tout à fait. À CloudNord, mon sujet, ce sera comment est-ce que, en ayant une application Java, on peut en faire un container. Et on va voir que la réponse, elle est très, 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 très variée et multiple. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions. En tout cas, beaucoup trop, à mon opinion. Mais avec chacun a des bénéfices et bien sûr a des inconvénients. Donc, je vais essayer de faire ce petit panel avec vous. Ok, super cool. Impatient de te rencontrer du coup, de te croiser virtuellement à CloudNord. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, CloudNord, c'est le 7 et 8 octobre. Il faut s'inscrire maintenant sur le site cloudnord.fr. L'agenda, le programme est déjà en ligne. Vous pouvez aller le consulter dès maintenant. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, c'était cool. Merci beaucoup Damien de ton invitation. C'était très cool en effet. À bientôt. Au revoir. À bientôt.